Et donc, bonsoir à vous la sémillance et bienvenue sur cette présentation de la lyre anglo-saxonne, donc les lyres du nord de l'Europe de la période viking et antérieure comme mérovingienne du Haut Moyen Âge. Donc, développement de ce petit exposé, on va commencer par une définition de la lyre ainsi que l'anatomie de la lyre dans sa globalité. Ensuite, on fera un tour sur les origines, les premières traces, un ensemble sur toutes les trouvailles et le pourquoi du nom anglo-saxon. Nous passerons ensuite aux découvertes iconographiques et archéologiques et les formes types qu'on peut dégager de ces sources. Après, on verra quelques reconstructions de lyres pour se faire une meilleure idée de ce à quoi elles pouvaient ressembler. Nous passerons également après au jeu de la lyre et ses accessoires, donc quelles étaient les techniques probablement utilisées et quels étaient les accessoires qu'on pouvait retrouver pour accompagner une lyre. Ensuite, enfin plutôt, nous verrons les causes plausibles du pourquoi la lyre a disparu au fil du temps et en toute fin de présentation, une petite bibliographie des sources que j'ai utilisées pour faire cette brève conférence. Voilà. Donc la définition pour commencer. Donc ici, vous voyez déjà quelques images qui peuvent vous donner des pistes sur ce qu'est une lyre. Donc comme vous le voyez, une lyre c'est un instrument de musique avec des cordes, plusieurs. Donc pour les lyres anglo-saxonnes, en général entre 5 et 12 cordes maximum qui étaient pincées. Donc c'est un instrument qui avant de se retrouver côté anglo-saxon était connu depuis la plus haute antiquité et qui est toujours fait de manière traditionnelle, donc d'un corps, une caisse de deux montants, les bras, et ces deux montants soutiennent ce qu'on appelle un joug, donc c'est la partie qui va permettre de tenir les chevilles. Tout de suite, voyons plus en détail l'anatomie d'une lyre. Donc ici, vous voyez superbe reproduction de la lyre de Sutton Hoo. C'est une reproduction par Michael G. King, si je ne me trompe pas. Donc en point 1, vous voyez le joug. Donc le joug, c'est un peu chevillé. Donc la tête de manche de la guitare, c'est l'une des plus importantes et fortes parties de l'instrument car elle va soutenir les chevilles. Elle peut être parfois renforcée par des plaques métalliques fixées à l'arrière ou à l'avant, comme les bossages qu'on voit ici sur cette lyre de Sutton Hoo. La tête doit supporter en fait la tension des cordes et maintenir les chevilles en place. Donc elle doit être faite de manière assez solide. Et avec le chevalet, en fait, c'est une partie très importante parce que le son sera transféré au corps de la lyre pour la résonance. À l'origine, donc sur les lyres les plus anciennes, on retrouve souvent des têtes qui auraient été des morceaux de bois séparés du corps principal et joints par une technique articulée. Donc le pourquoi de la présence de ces éléments métalliques pour renforcer la jointure, si je puis dire. Le corps et la tête en un seul morceau, donc on parlera de corps monoxyle, donc d'une seule pièce de bois, seront plus tardifs et pour la résonance, visiblement, c'est un avantage. En poids 2, vous pouvez voir de magnifiques chevilles. Donc ici sur cet instrument, des chevilles en bois avec un embout de forme cubique, je vais dire. Donc là, c'est difficile d'accorder ces chevilles-là à la main. On le fera plutôt avec un petit objet que je vais vous présenter plus tard dans les accessoires. Euh, donc elles sont utiles pour maintenir la tension des cordes et donc on va les tourner pour obtenir la hauteur de note souhaitée. Elles étaient faites souvent en bois dur, comme par exemple du frêne, mais on peut également retrouver des chevilles en métal ou possiblement en corne ou en os. Le poids 3, donc les bras. On n'a pas été super originaux sur le nom de cette partie de la lyre, donc les bras c'est simplement ce qui permet de relier le joug et la caisse de l'instrument. Ils vont par paire forcément. Et une partie des bras, donc souvent sur le dessous, donc une partie comme ici,
peut être déjà creusé pour augmenter la surface du corps évidé et donc améliorer la résonance. Ensuite, en point 4, les cordes. Donc les cordes auraient été à l'origine fabriquées à partir de boyaux d'animaux, on ne sait pas quels animaux, parfois même éventuellement de métal. Maintenant, les cordes métalliques, bien qu'intéressantes car donnant un son plus chantant et aussi à la fois saccadé, sont assez rares parce que bah, ça coûte très cher de faire des fils assez fins. Et donc voilà, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, même si la lyre de base n'est pas un instrument qui doit être trouvable n'importe où. Donc pour les lyres anglo-saxonnes, ben, on a plus des hypothèses qui tournent du côté des boyaux car on n'a retrouvé aucun morceau de corde métallique. Maintenant, est-ce qu'avec la corrosion, ils auraient tout bêtement disparu? On ne sait pas. Donc voilà, ces deux hypothèses-là peuvent être envisagées. On peut même imaginer, je sais qu'il y a aussi des cordes qui se font en fil de soie. Enfin, il y a peut-être d'autres possibilités, mais on n'a aucune source pour attester d'un quelconque matériau utilisé pour les cordes. Maintenant, c'est un fait que la lyre devait avoir des cordes pour pouvoir être jouée. Le cinquième point, c'est le corps. Donc le corps, c'est la partie principale de l'instrument. Elle était fabriquée à partir d'un bois assez dense comme le chêne ou l'érable pour sa durabilité et sa résistance. Et sur ce corps creusé et vidé, donc on a la table d'harmonie, donc qui se trouve sur le devant du corps évidé. Elle était généralement fabriquée à partir d'érable, parce que ben, voilà, sur toutes les lyres retrouvées, toutes les tables sont en érable. On pourrait imaginer que d'autres bois bien résonnants, comme les bois qu'on utilise actuellement, souvent l'épicéa ou le cèdre pour les instruments modernes, auraient pu être utilisés, mais voilà, aucune trace retrouvée. Donc, si on veut être puriste et reproduire une lyre, ben, le mieux c'est de partir sur une table en érable et un corps soit en chêne, soit en érable. Les corps de lyre ne possèdent pour la plupart pas d'ouverture. Donc on a juste retrouvé des ouvertures sur la lyre de Trossingen, qui est une des rares lyres à avoir été retrouvée presque entière. À noter que la majorité des instruments retrouvés sont soit en érable côté anglo-saxon, soit en chêne côté allemand, mais on va en reparler un peu plus tard. Le point 6, donc c'est le chevalet. En anglais, il parle de pont, donc bridge. Désolé pour ma prononciation anglaise très mauvaise. Cette petite partie de la lyre est vraiment vitale. Elle doit être très soigneusement préparée car si elle n'a pas un contact total avec la table d'harmonie, la résonance ne sera pas à son maximum, parce qu'en fait, vraiment, le chevalet, c'est le point central de la lyre. C'est lui qui va permettre la transmission du son et du volume. Les cordes passent dessus et permettent de résonner dans la partie évidée du corps en bas. Ces chevalets pouvaient parfois être très ornés. Ils pouvaient être faits en diverses matières comme du bois, de l'ambre, du bronze ou éventuellement du bois de serre, on a retrouvé aussi, côté Birka. Ensuite, le poids 7, le cordier. Donc ça, c'est une petite pièce qui relie les cordes à la queue de la lyre. Elle varie en taille, en élaboration, en matière, en design. On n'est même pas sûr que sur certaines lyres, elle ait existé, comme par exemple la lyre de Trossingen qui a été retrouvée presque entière. Ben, on n'a pas de traces de cordier, donc on peut imaginer que sur certaines lyres, les cordes étaient directement fixées sur le numéro 8, donc la queue de la lyre. À propos de cette queue, donc c'est une excroissance de bois qui dépasse du bas du corps et ça permet simplement de maintenir soit les cordes, soit le cordier, comme on vient de le dire. Cette pièce pouvait provenir de la coupe originale du bois ou éventuellement être une pièce à part rattachée au corps grâce à un trou percé dans le corps.
Mais cette dernière méthode qui a été testée n'est apparemment pas aussi intéressante car elle a un effet sur la résonance globale de l'instrument. Ensuite, voilà. Les origines, ben, on va commencer par les toutes premières traces. La trace la plus ancienne de lyre en Europe nord-ouest pourrait être la lyre de Skye ou Eikpeistur. Prononciation, désolé, je ne fais pas exprès. Ça semble être un morceau de chevalet, comme on vient d'en parler, cette petite pièce qui ressemble un peu à un pont. Euh, et elle a été trouvée dans une grotte écossaise et elle est datée de 300 avant notre ère. Euh, à propos de cette pièce, donc j'ai vu pas mal de théories qui tournent autour de l'hyperborée parce que des écrits grecs parlaient de la qualité musicale de ces peuples, enfin plein de choses un peu particulières qui ne sont pas approuvées, etc. Donc j'ai décidé de ne pas vous en parler plus. Voilà, sachez simplement que cette pièce de lyre de Sky est la première source qu'on puisse avoir dans le nord de l'Europe. Et juste à côté, donc à droite, vous avez l'image de la statue gauloise de Paul qui a été retrouvée dans les côtes d'Armor, qui elle est datée du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui figure donc un personnage portant une torque, une coiffe et dans ses petits bras une lyre qui semble être tenue à l'envers puisqu'on ne voit pas le chevalet. Voilà. Ensuite, faisons un point sur toutes les trouvailles. Donc ici sur ce tableau, vous pouvez voir en tout 28 restes de lyres retrouvés. Dans le tableau 30 exactement, car j'ai compté la lyre de Sky au tout début. Ainsi que, bon, c'est pas trop une trouvaille en fait, c'est une source qui serait plutôt iconographique puisque c'est une gravure sur bois à l'entrée de l'église de Hillestad, mais c'est une lyre qui a une forme toute particulière, qui est la seule à visiblement avoir 12 cordes, donc même si ce n'est pas une vraie source archéologique, je me suis permis de la rajouter dans ce tableau parce que je la trouve très intéressante et elle date de la fin, enfin elle est même hors période officielle viking en fait. Voilà, si vous regardez bien le petit code couleur, donc vous voyez que les lyres alémaniques et les lyres anglaises sont assez souvent avant la période viking ou au début de la période viking. Là où les lyres scandinaves bah, sont plutôt contemporaines de la période viking, voire même bien après, là où toutes les lyres plus tardives ne sont plus du tout côté anglais ou allemand. Ici vous pouvez voir hein, dans ce petit tableau les dates, les pays, mais aussi le nombre de cordes. La lyre anglo-saxonne, on part vraiment de 5 à 12 cordes maximum. Encore là, c'est pas une vraie trouvaille. Peut-être 6 à 8 ici. Oui, 8 cordes, ce serait le plus qu'on retrouverait, mais c'est un chevalet que on ne sait pas comment il était utilisé. Enfin voilà, plein de questions sur la lyre comme toujours. J'ai également fait un petit récapitulatif des tailles pour donner une idée, mais on va en reparler également. Ici, petite carte pour vous donner une idée de l'endroit où on a retrouvé la plupart des lyres. Donc côté scandinave, la plupart du temps, ben, on ne retrouve pas de lyres en fait, mais seulement les chevalets. Par contre, côté allemand, ici, on a retrouvé des lyres assez bien entières. Je pense aux lyres d'Oberflacht, à la lyre de Cologne et également à la très belle lyre qu'on va bientôt voir plus en détail de Trossingen et beaucoup de lyres côté anglo-saxon. Donc on va finir sur ce fameux nom anglo-saxon que je n'arrête pas de prononcer et qui du coup paraît assez bizarre, étant donné qu'on a retrouvé des lyres un peu partout, également en Scandinavie, en Hollande, en Allemagne, même une pièce en France.
Donc le nom de lyre anglo-saxonne, comme venons de le voir, il pose un problème du coup, parce que non seulement si des liens existent entre le chevalet de Skye, la statuette gauloise de Paul et les lyres des tumuli saxons retrouvés, ben, ce nom ne convient pas car en moins 300, les Saxons n'étaient pas encore présents sur l'île britannique, mais en plus le mot lyre n'était pas utilisé. En effet, cette dénomination de lyre, c'est une classification moderne des instruments et en fait elle ne correspond pas aux appellations historiques. Les musiciens de l'époque ne faisaient pas toujours bien la distinction entre les différents types d'instruments et en fait les lyres étaient souvent appelés plutôt harpe. En vieil anglais, il le prononçait bah, H-E-A-R-P, Hirp, Harp, et en vieux norrois, harpa. Voilà, le mot lire déjà pose problème, et en plus le mot anglo-saxon pose également problème car c'est pas très universel. Mais aucun nom de lyre universel n'a pu pour le moment faire consensus. Donc côté allemand où des lyres ont été découverts, ben, on parlera plus de lyre germanique ou lyre alémanique. Côté hollandais, ben, ils parlent de lyre saxonne. Et côté scandinave, de lyre nordique ou de lyre viking, je vous jure. Certaines suggestions ont quand même été faites pour un nom universel comme lyre de guerrier ou lyre de guerre. Bon, je traduis comme je peux de l'anglais. Euh, Ça a été proposé. Pourquoi lyre de guerre? Bah, parce que la plupart des trouvailles archéologiques, quasi la moitié, ont été trouvées dans des tumuli ou des tombeaux. Mais voilà, aucune de ces suggestions n'a été entérinée. Donc pour le moment, on reste sur le nom de lyre anglo-saxonne en général. À noter que ici vous avez une très belle photo sur la droite de la première interprétation des restes de la lyre de Sutton Hoo qui a été montée en comparaison d'une harpe celtique qui est plus récente d'environ 400 ans. Donc voilà pour la forme. Et ce n'est qu'à partir de 1940 que des chercheurs ont apporté la piste de la lyre qui se confirmera dans les années 70 par la découverte de la lyre de Trossingen et des autres lyres qui vont suivre. Voilà. Donc, point suivant, nous allons passer sur les sources. Donc, on commence par les sources iconographiques. Donc, nous avons à disposition quelques sources iconographiques intéressantes qui sont très souvent des psautiers comme les trois images du dessus que vous pouvez voir, avec notamment ici cette image du psautier d'Utrecht qui est très intéressante parce qu'on voit ici une petite lyre qui a plutôt, j'aurais tendance à dire que c'est une forme alémanique parce que bah, le joug est séparé, il me fait forcément penser à la lyre d'Oberflacht. Et alors juste à côté, si ma souris ne se perd pas, donc vous voyez ici une cithare carolingienne. Donc c'est un instrument assez marrant de 3 à 5 cordes qui pourrait ressembler dans les grandes lignes à un vague ancêtre de notre célèbre guitare actuelle. Vous avez également le psautier vespasien ou psautier de Canterbury avec cette représentation du roi David et cette lyre magnifique, plutôt typée anglo-saxonne de par sa forme simple et fait amusant à constater la couleur choisie pour la lyre. Donc du côté anglo-saxon, on est quasi exclusivement sur des lyres retrouvées qui sont en érable, l'érable qui est un bois plutôt clair. Donc ici, pourquoi cette couleur foncée? Est-ce qu'il s'agit d'une vision de l'artiste ou est-ce qu'on pourrait imaginer on en a parlé sur les lyres faites par l'atelier Scald, où certaines sont teintées d'une couleur magnifique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les lyres à l'époque pouvaient être teintées également, ou est-ce qu'elles avaient toujours l'apparence du bois naturel? Ça, encore une nouvelle question qui se rajoute et à laquelle on n'aura pas de réponse tant que des sources archéologiques ou textuelles claires pourront nous apporter des éléments de réponse. Deux autres sources que vous voyez ici, bah, c'est plus rare, hein, parce qu'on trouve surtout sur les psautiers, mais vous avez ici à droite un dessin de lyre sur un rocher trouvé à Gotland. Donc une forme assez particulière parce que ici, comme vous
pouvez le voir, ceci semble être le bas de la lyre. En fait, la photo est à l'envers. Je m'en rends compte seulement maintenant, je suis très malin. Donc si on retourne la photo, en fait le joug se trouve ici en bas. On voit ici les cordes, les bras, et donc cette forme est très particulière et on ne l'a retrouvée sur aucune autre lyre de source archéologique, comme on va le voir un peu plus tard. Et ici donc gravure sur bois sur une église de Norvège, donc l'église de Illestad. Donc là, une lyre, pardon, je me perds, une lyre probablement à 12 cordes, parce que bah, voilà, certaines personnes se sont amusées à compter le nombre de petites lignes, et donc c'est une source qui est très intéressante, parce qu'elle pourrait dire que des lyres à 12 cordes ont pu exister, ce qui est bien pratique, comme on le verra lors du jeu, des techniques de jeu de la lyre. Donc on passe aux sources archéologiques ici. Donc vous avez plusieurs morceaux, au moins de lyres retrouvés. Donc la plupart ont été découvertes dans des tumuli avec d'autres riches équipements. La lyre de Trossingen, donc ici la troisième lyre du dessus, est remarquablement conservée. À part les cordes, elle est pour ainsi dire entière. Elle a des gravures magnifiques en colrosing qui sont visibles sur les deux faces de l'instrument. Bon, ici on ne le voit pas très bien, mais je vais vous montrer une photo par la suite. Et puis alors, après, vous voyez que souvent on retrouve des lyres moins entières, notamment la lyre de Prittlewell, qui n'avait laissé que son empreinte dans le sol, ainsi qu'une partie du joug qu'on a quand même pu récupérer. Mais vous voyez que malheureusement, ça nous donne peu d'indications sur les détails de confection de l'instrument, parce que c'est très rare de retrouver un instrument assez entier pour en faire une bonne idée. La lyre de Kravik aussi fait exception, donc ici celle qui est à droite, elle est hors période. Cette lyre-là, elle est plutôt datée 13e, 14e siècle. Mais vous voyez qu'on l'a retrouvée relativement entière. C'est ce qu'on appelle un corps monoxyle. Donc ce corps-là est fait d'une seule pièce de pin, qui est aussi un bois qui n'est pas fréquemment utilisé sur les autres lyres retrouvées. Mais voilà, cette lyre a été trouvée dans des conditions assez particulières dans une grange en Norvège, après être probablement passée de main en main pendant une très longue période et avoir subi toutes sortes de rénovations, modifications. Il me semble qu'à sa dernière, enfin sa redécouverte, dans la grange, elle était équipée avec des cordes en métal. Ici, chevalet de Consoreux, Cocorico, c'est pour vous les Français. Donc très beau chevalet de l'époque mérovingienne en bronze. Et ici, donc, c'est la dernière trouvaille de lyre à ce jour, le cordier enfin le cordier ou le joug, hein, c'est pareil, de, de Ribes, euh, donc qui est, non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cordier, enfin le joug de Ribes, voilà, donc on voit les chevilles sur cette pièce de bois. Le reste n'a pas été retrouvé malheureusement et on attend d'avoir plus d'informations sur celui-ci, éventuellement la matière. Mais c'est une des rares pièces de lyre autres qu'un chevalet qui a été trouvée en Scandinavie, donc c'est très très intéressant. On va suivre ça de près. Les formes types, donc ici je me suis permis de faire un petit esquisse de ce à quoi pouvaient ressembler les lyres qu'on a retrouvées les plus entières possibles. Donc je vous parlais de l'empreinte de Prittlewell, voilà, vis-à-vis de l'empreinte et de la reconstruction de l'instrument, j'ai essayé de croquer sa forme globale. Donc ici vous pouvez voir différentes lyres, de la plus ancienne à la plus récente. Donc la lyre de Kravik qui je vous disais est hors période viking, de loin 13e, 14e. Et j'ai quand même pris la liberté de redessiner la lyre d'Illestat en imaginant quelle pouvait être sa taille, même si vous voyez avec 12 cordes là on est quand même pas très large. L'espace pour les doigts entre les cordes, ça doit être difficile. Enfin voilà, ça doit probablement être pour ça que les lyres anglo-saxonnes étaient souvent limitées entre 5 et 8 cordes, parce que là ça devait être assez serré. Je vous ai mis un petit code couleur pour que vous compreniez en quel type de bois
étaient le plus souvent faits les lyres. Donc ici, vous voyez les lyres les plus clairs sont faites en érable et les lyres un peu plus foncées sont faites donc un corps en érable, un corps en chêne, pardon, et une table en érable. Toutes les tables des lyres retrouvées ici sont systématiquement en érable. Par contre, côté lyre Allemagne, à part Trossingen, les lyres semblent plus souvent faites en chêne que en érable, comme c'est le cas en Angleterre. Et la lyre de Kravik, elle, est en pin, ce qui est la seule source de lyre en pin, si on ne compte pas quelques chevalets qui ont été trouvés côté scandinave. Les reconstructions. Donc pour avoir une meilleure idée de l'apparence des lyres, nous pouvons nous pencher sur le travail qualitatif de quelques luthiers. Donc je pense notamment à l'incontournable Michael G. King au milieu qui a fait une reproduction magnifique vraiment de la lyre de Trossingen. Donc là vous pouvez voir effectivement sur cette reproduction les dessins de la face avant. J'ai pas pensé à mettre la face arrière parce qu'elle est magnifique aussi. Allez voir, allez faire un tour. Ça se trouve facilement des reproductions de la lyre de Trossingen. C'est vraiment sublime quoi. De l'art sur les deux faces de l'instrument, c'est vraiment magnifique. À gauche, vous avez une reproduction de la lyre de Taplow par Teng of Mercia et vous pouvez admirer la petite ceinture en cuir avec le système de fixation. Donc ça, on va le voir sur les différents jeux de la lyre, mais en fait, cette pièce était probablement très utile pour le musicien pour lui permettre de tenir la lyre avec son poignet gauche pendant que sa main gauche restait libre de bloquer des cordes ou non. Vous voyez également sur le joug, donc de nouveau les pièces en bronze qui permettent de maintenir les deux parties parce que ici le corps n'est pas monoxyle. Et alors à droite, magnifique lyre de Cologne refaite par l'atelier Scal qui utilise des méthodes de l'époque gauloise principalement pour refaire ses instruments. Donc enfin, il fait ça à l'ancienne, c'est vraiment magnifique à voir. Allez jeter un coup d'œil sur ses créations, sur ses vidéos YouTube. Il y a moyen de voir un peu comment il faisait. Je crois qu'il y a une vidéo avec un stage. Enfin, c'est superbe. Et notez que cette forme donc de la lyre de Cologne est celle qui a été choisie pour présenter tous les travaux qu'ils ont fait dernièrement sur la lyre de Consovreux. Donc ils sont sortis il y a peu, on en a parlé. C'est vraiment un travail extraordinaire qui vaut vraiment la peine d'être vu. En plus, sur ce chevalet de Consovreux, je sais que je vais vous embêter souvent avec ce chevalet-là, mais il est vraiment sublime. Vous pouvez également aller sur un musée virtuel en fait, qui parle de tous les travaux qui ont été faits autour du chevalet, donc pour découvrir exactement sa matière le plus précisément possible, pour le reproduire au niveau du poids, etc., pour avoir des sonorités vraiment les plus proches de ce que donnait ce chevalet à l'époque où il était utilisé. Voilà. Donc on va passer au jeu de la lyre et ses accessoires. Donc ici je vais parler de trois accessoires principalement. Donc on l'a déjà un peu vu, mais certaines chevilles n'ont pas des épatements très faciles à utiliser au doigt. Donc on utilisait des clés d'accordage. Ça se fait toujours aujourd'hui, par exemple sur les chevilles de piano en métal, il faut utiliser une clé d'accordage parce qu'elles ne sont pas du tout faites pour être tournées au doigt, ce qui est très étonnant avec des cordes de piano. Magnifique reproduction de Tanks of Mercia, ils font du bon travail. Et vous voyez ici donc en plus petit la source archéologique dont c'est tiré. Et donc simplement un instrument qui permet de fixer, de se fixer sur la cheville et donc de l'accorder assez facilement. Ensuite, vous avez une source archéologique, donc ça c'était le système de maintien retrouvé sur la lyre de Taplow, donc on voit encore un petit morceau de cuir là, et donc cette partie ici était fixée sur un des bras de la lyre, donc système de maintien qui a probablement été utilisé également sur d'autres lyres, mais peut-être pas ce même système là, peut-être simplement un tissu comme un galon ou une pièce de cuir qui tenait les deux bras de la lyre et qui permettait de se maintenir au poignet.
Et enfin, les onglets et plectrum. Donc ça, on n'en a pas retrouvé, mais sur certaines sources iconographiques d'autres régions où la lyre était utilisée, on peut en voir utiliser. Donc l'onglet ou le plectre, c'est tout à fait cohérent sur une lyre anglo-saxonne. Il pouvait être fait en diverses matières, comme du bois, de la corne, des os ou même des morceaux de plumes. Il permettait de gratter les cordes comme on le fait aujourd'hui sur nos guitares. Donc le jeu à la lyre et ses accessoires. Donc ici, on va parler de principalement deux techniques qui sont retrouvées sur des psautiers. Et en petite vidéo pour bien vous expliquer. Donc ici, la première technique qu'on va voir, donc technique des cordes pincées. Sur l'image de gauche qu'on a vue, donc le psautier d'Utrecht, on voyait assez clairement un musicien qui passait simultanément deux cordes. Donc c'est une technique qui est éprouvée sur tous les instruments à cordes pincées et qui a donc été très probablement utilisée sur la lyre anglo-saxonne. Donc démonstration, oui, voilà. Ici plutôt note par note avec parfois l'usage de deux doigts. Pour les connaisseurs de musique plutôt pagane. Donc voilà, comme vous voyez, corde percée, une, deux cordes en même temps, voire même trois, tout est envisageable. Ensuite, deuxième technique retrouvée, et là, bon, faut avoir un peu d'imagination, mais sur le psautier Vespasien, on le voit quand même, c'est le Glockenstrum, le grattage, quoi. C'est comme sur une guitare, on gratte, mais alors il faut bloquer une partie des cordes, parce que la spécificité d'une lyre, en fait, c'est que chaque corde ne produit qu'un et unique son. Donc, contrairement à une guitare où une corde peut produire, il y a souvent 22 15 sur une guitare, donc 22 hauteurs de notes différentes. Ici, c'est pas possible. Sur une lyre, en fait, la corde de la lyre va jouer tout le temps la même note. Et donc c'est pour ça qu'il y a la partie bloc, parce que les doigts du musicien vont devoir bloquer certaines cordes pour permettre à l'autre main, donc de la main gauche, on va bloquer certaines cordes, pour de la main droite pouvoir gratter toutes les cordes de l'instrument en même temps et créer un accord qui ne soit pas dissonant parce qu'on aura bloqué les cordes qui ne conviennent pas pour cet accord. Démonstration. Vous voyez ici, on joue un seul accord et les doigts qui bloquent les autres cordes permettent, donc les doigts qui bloquent les cordes peuvent être pincés également sur les cordes pour créer une variation de son et en utilisant toujours le même accord. Donc ça c'est une des premières idées de la technique du block and strum, et sinon plus classique, des accords qui changent. Voilà, donc les deux techniques de block and strum qu'on peut envisager de prime abord. Maintenant, il y a d'autres personnes qui testent beaucoup de choses. Donc là, vous voyez les images. Donc block and strum, comme je disais, on voit notre bon roi David qui bloque les cordes avec une main. Et là, on voit ce monsieur qui a des doigts décidément beaucoup trop longs passer au moins deux cordes sur son instrument. Voilà, donc pour les techniques de jeu, oups, j'avance un peu, pardon. Je voulais également vous parler, donc après le nombre de cordes qui ne peuvent pas créer plus de notes que finalement leur nombre primaire. Également l'accordage. En fait, pour les lyres anglo-saxonnes, on n'a aucune source probante qui a été trouvée à ce jour. Le débat est ouvert pour savoir quel était l'accordage fait sur les lyres. On a une possibilité côté romain, enfin romain, je veux dire le côté accordage qui se faisait sur les lyres romaines, donc le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc les notes de la gamme dans l'ordre, simplement. C'est décrit par le moine théoricien de la musique
Frank Huckbald dans son livre De Harmonica Institutione. C'est un livre qui a été écrit vers 880, mais voilà, à part apporter une piste, ça ne dit pas si c'était vraiment valable sur les instruments anglo-saxons ou non. Voilà. Ensuite, enfin, plutôt pour terminer, parlons des clauses plausibles de la disparition des lyres. Donc, première piste envisagée, ce serait que la lyre soit passée de mode et été remplacée par d'autres instruments. Donc, vous voyez ici en bas à droite ce qu'on appelle un gudok ou éventuellement un rebec, c'est la même famille. Donc ça, c'est un instrument qui se joue un peu comme un violon, donc c'est un instrument à cordes frottées. On a également, j'ai pas pris de photo ici, mais le fameux crous gallois dans sa forme ancienne qui est aussi contemporaine, plutôt 10e siècle, et qui lui également est un instrument à cordes frottées. Donc on pourrait plutôt que dire que l'instrument a été passé de mode et a disparu, imaginer une évolution de la lyre, car la mode en est venue aux cordes frottées plutôt, comme on le voit avec le gudok, le crous, mais attention, là nous sommes dans les hypothèses, il n'y a rien d'avéré. Sur la lyre, j'ai trouvé plus de questions finalement que de réponses, mais pourquoi je partirais plus sur une évolution de l'instrument plutôt que sa disparition? Bah, il suffit de regarder ici donc cet instrument en haut à droite qui s'appelle un gousli, donc c'est un genre de pendant de la lyre côté russe plutôt. Vous voyez que c'est vrai, le chevalet n'est plus le même système parce que les cordes sont accrochées directement. Ici on est sur des cordes en métal, mais alors, on va pas m'enlever de la tête l'idée que c'est quand même furieusement ressemblant à une forme de lyre finalement, parce qu'on a quand même le trou pour pouvoir encore le jouer à la manière ancienne. Et en fait, ce gousli va évoluer. Donc déjà ici, il a plus de cordes, mais il va encore être modifié pour finalement passer de cette forme dite d'aile à une forme de casque, donc qui sera plus arrondi là. Il se jouera uniquement à plat sur les jambes, et alors il y aura beaucoup plus de cordes. Donc on pourrait imaginer que c'est une évolution finalement de la lyre, parce que 6 cordes c'était un peu restrictif, enfin, ou 8 cordes, mais bon voilà, c'était assez réduit finalement, ça ne permettait pas de complexifier la musique comme on l'aurait désiré, et donc on serait parti au fur et à mesure vers des instruments, soit des instruments à cordes passées comme le gousli, ou le kontélé, ou le psalterion, qui est déjà en partie contemporain de la lyre sur certains psautiers, donc des instruments avec plus de cordes, pour pouvoir jouer des morceaux plus variés finalement, ou à l'inverse, se dire que la lyre aurait pu évoluer vers des instruments encore différents, comme vous voyez ici, petite source, donc ça c'est une sculpture en Norvège, 12e siècle, et ce serait possiblement, hein, parce que c'est pas avéré, mais la première représentation d'une tagelarpa. C'est pas un grossier mot, ta gueule, ça me fait bizarre de vous dire ça comme ça, mais T-A-G-E-L, ça signifie le crin, et harpa, ben, la harpe, la lyre, donc une lyre avec des crins. Donc celle-ci était jouée, comme on semble le voir, par ce monsieur avec un archet. Donc ça fait partie de la fameuse famille des bowed lyres et des lyres à archet quoi. Et donc, la lyre aurait pu évoluer vers cet instrument-là. On aurait enlevé quelques cordes, parce que les tegelarpa ont 4 ou 3 cordes souvent, et leur pendant finlandais, le rurikko, lui en a souvent 2 ou 3. Donc on aurait en fait retiré des cordes à la lyre, parce que frotter, ça veut dire que toutes les cordes sont jouées en même temps, et c'est dissonant, il faut en enlever, parce que avoir une note bourdon c'est bien, mais en avoir trop ça devient vite un peu n'importe quoi. Donc voilà, hypothèse de l'évolution vers soit des cordes passées mais plus nombreuses, soit vers des cordes frottées mais moins nombreuses, c'est deux possibilités envisageables. De toute façon, on a rien qui puisse prouver que ah non, du jour au lendemain, toutes les lyres ont été purement et simplement supprimées ou ont éventuellement évolué.
Et la troisième hypothèse, mais ça c'est pour le côté anglais, à l'arrivée des Normands, en fait, ils auraient fait interdire la lyre, car la lyre renvoyait à des pratiques de l'instrument pendant lesquelles on chantait des chants épiques qui permettaient de se rappeler la nationalité anglo-saxonne, quoi. Enfin, l'appartenance à un peuple qui s'est fait finalement envahir par les Normands. Et donc il serait logique d'imaginer que les Normands auraient pu dire plus de chants à la lyre, c'est fini, pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est dit dans la source dit Ecclesiastical History of the English People, désolé pour l'anglais, écrit par un certain Bede, et ce serait passé au XIIe siècle. Voilà, donc pour les causes plausibles de la disparition de la lyre, tout ce que je peux vous dire actuellement. Donc ici, en fin de présentation, je vous avais parlé d'une petite bibliographie. Donc vous pouvez regarder, malheureusement, c'est quasi tout en, en anglais, sauf très intéressant, quels matériaux pour le chevalet d'une lyre médiévale. C'est un essai que j'ai pu lire où la personne teste différentes essences de bois et de l'ambre pour voir ce qui, à son sens, sonne le mieux comme type de chevalet sur un instrument. Et il s'avère que l'ambre difficile à tailler serait quand même le meilleur, mais voilà, réclame un temps de travail assez énorme. Là où le bois, le chêne serait le, le meilleur rendu sonore possible. Donc si vous cherchez à vous procurer cet essai ou d'autres choses, n'hésitez pas à m'en parler. Je peux peut-être vous renseigner. J'ai essayé de traduire au mieux la majorité des sources qui sont anglaises, et moi, comme vous avez pu le constater, je n'ai jamais étudié l'anglais. J'arrive un peu à le lire et à le comprendre, mais je suis vraiment incapable de, de le prononcer convenablement déjà. Et je ne suis pas tout à fait certain de mon coup. J'ai traduit au mieux, j'ai utilisé Google Trad pour m'aider un peu, même si bon, c'est pas toujours la meilleure traduction non plus. Et j'ai également demandé quelques conseils à une amie qui, elle, s'y connaît en anglais, qui vit côté londonien. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire actuellement sur la lyre pour vous faire une présentation la plus claire possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.